Donc j'ai été très heureux de faire ce rapport avec vous trois parce que ça montre qu'on peut travailler sur un sujet comme on l'avait fait lors de l'examen de ce texte de manière transpartisane, intelligente, consensuelle, concordante. Et je dois dire que les quasiment 3 mois de la durée que nous avons menée pour faire ce rapport d'application de la loi influenceur nous a permis à la fois de travailler, nous, de façon concordante, mais aussi de voir à quel point les acteurs convergeaient dans leur appréciation sur la loi influenceur. Comme tu l'as dit, Louise, tout à l'heure, ça a véritablement changé les pratiques. On aura l'occasion tout à l'heure de faire une conférence de presse, mais il y a un certain nombre d'études qui le démontrent, et vous le verrez, ou vous l'avez peut-être déjà lu dans le rapport que nous avons transmis en avant-première. Bref, nous montrons que quand le Parlement travaille, quand il travaille en bonne intelligence, il peut faire des bonnes choses. Alors oui, tu l'as dit Stéphane, il y a encore quelques sujets à régler avec la Commission européenne. Il y a quelques sujets plus largement dans les procédures de notification qui, objectivement, et je pense que tout le monde s'y accordera ici, entravent le législateur national dans sa capacité à avancer rapidement. Et donc il faut aussi que nous soyons porteurs plus largement d'une réflexion sur la manière dont on peut travailler, évidemment en conformité avec le droit européen, mais de façon plus efficace et plus rapide, parce que sinon, et je vois Paul Midi face à moi, ça peut considérablement ralentir le travail législatif sur une matière, le numérique, qui évolue rapidement. Et donc, voilà, il y a nécessité de repenser cette procédure, et plus largement d'associer aussi de façon plus importante le Parlement dans ces discussions dès le début, parce que finalement, on a vu dans le cadre de la loi influenceur que l'essentiel des échanges se faisait entre le gouvernement et la Commission européenne, alors même que c'est le législateur à qui il incombe de modifier et de faire la loi. Et donc, il faudrait aussi, et c'est un appel que je lance, je pense en notre nom collectif, que la présidente de l'Assemblée associe aussi les parlementaires dans les groupes de travail qui sont destinés aussi à penser nos relations avec la Commission. Alors, pour finir, j'ai en charge de vous présenter la troisième partie du rapport, la partie sur, on va dire, les suites. Comment est-ce qu'on peut faire que cette loi s'applique au mieux? Vous en doutez, il y a d'abord, et c'est un classique, mais là, en l'occurrence, c'est flagrant, la question des moyens humains. Quand on considère que, et c'est ce qui nous revient le plus souvent, que cette loi, elle n'est pas appliquée, c'est en général des internautes qui nous disent « Regardez, j'ai signalé ces contenus promotionnels et il ne se passe rien ». Mais alors, c'est pas qu'il se passe rien, c'est que leur signalement arrive, une administration, on va prendre l'exemple de la DGCCRF, le prend en charge, mais derrière, en fait, la DGCCRF, elle attend d'avoir un certain nombre de signalements sur un même influenceur pour lancer une enquête. Et bon, elle en lance de plus en plus, on l'a vu, mais cette enquête elle-même peut prendre du temps. On a mis dans le rapport la chronologie d'une enquête, c'est 6-8 mois. Et donc, entre le moment où il y a un signalement, le moment où il y a un signalement en masse, en évitant le harcèlement évidemment, mais qui montre qu'il y a un influenceur problématique, le moment où il y a une enquête, le moment où ça donne lieu à une sanction qui est affichée, il peut se passer un certain nombre de mois. Donc, il y a la question évidemment de la chronologie de la justice, mais au-delà de ça, des moyens. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien que la DGCCRF n'est pas en mesure de traiter chaque signalement de manière individuelle, à l'inverse, par exemple, de ce qui se fait au niveau de Pharos. Hier, nous avons été visiter à Nanterre les plateformes Pharos et Thésée, et on voit très bien que chaque signalement, non seulement est traité, analysé rapidement, et puis derrière, en fonction de l'urgence, en fait, on va prioriser le lien. Alors évidemment, c'est pas la même chose d'avoir une pratique commerciale frauduleuse ou trompeuse que de faire une incitation à la haine, des menaces terroristes ou de publier des contenus à caractère pédopornographique. On ne met pas les choses sur le même plan, mais néanmoins, on a l'impression que on considère que les dérives commerciales ne nécessitent pas une réponse urgente de l'action publique. Et quand on considère que finalement, bon an mal an, il y a une vingtaine d'agents maintenant, alors qu'ils étaient une dizaine il y a un an, de la DGCCRF qui travaillent sur les problématiques numériques au sens large, on voit bien qu'il y a, alors qu'il y a 200 000 signalements par exemple par an, dont quasiment la moitié à Pharos sont liés à des pratiques commerciales frauduleuses, eh bien, on voit bien que voilà, il y a des centaines de milliers de problèmes qui se passent et qu'on a au maximum, en France, une centaine d'agents, que ce soit au ministère de l'Intérieur ou à la DGCCRF, qui sont chargés de traiter ces signalements. Donc évidemment qu'il y a une disproportion qui peut donner l'impression que l'État ne fait rien. Donc il y a nécessité vraiment de continuer à renforcer les moyens pour avoir une action publique efficace. Derrière, il y a aussi des barrières techniques.
Finalement, on peut voir, par exemple, des choses qui sont liées à la nature même des contenus, des difficultés qui sont liées à la profusion des contenus, puisque des influenceurs problématiques peuvent publier des dizaines de stories chaque jour. Des difficultés liées aussi au caractère éphémère de ces contenus, puisqu'elles peuvent avoir une durée de 24 heures. Sur Instagram, sur TikTok, vous avez des lives, et donc vous avez aussi la question de la captation de ces images, puisque entre le moment où vous allez constater une publication à caractère frauduleux, vous allez faire le signalement, évidemment, le live ne sera plus accessible. Donc il y a aussi la manière dont on va outiller les différentes plateformes pour pouvoir faire ces captations. Et force est de constater que dans les observations qu'on a pu faire en nous rendant soit à la DGCCRF, soit hier dans les plateformes du ministère de l'Intérieur, ceci reste très artisanal. Alors, oui, il y a un enjeu aussi, au-delà des moyens pour les enquêteurs, de se doter d'ingénieurs, d'informaticiens qui sont en capacité de développer des programmes là-dessus. On doit aussi se poser la question de l'intelligence artificielle. Il faut vraiment se le dire. Ce qu'on nous disait hier en nous rendant à l'office de la l'OFAC, Office français de lutte contre la cybercriminalité. Merci Benjamin, et j'en profite pour remercier Benjamin, notre administrateur qui nous accompagne depuis un an et qui nous fournit un travail de qualité à nos côtés. Donc oui, en nous rendant hier, on a vu qu'il y avait finalement un décalage entre la manière dont on traite ce que j'ai décrit finalement de façon individuelle chaque signalement et de façon artisanale, et la manière dont en face on a aujourd'hui des voyous qui se sont dotés de l'intelligence artificielle, de la capacité à agir en masse. Et donc, on peut avoir l'impression aussi que face à cela, l'État est démuni. Enfin, au-delà des moyens techniques, des barrières techniques et de la nécessité de renforcer le travail de coordination également entre les plateformes, puisque les plateformes ne partagent pas la donnée. Il y a des questions CNIL, RGPD, mais il y a aussi la manière dont ils travaillent ensemble et aussi la manière dont on va renvoyer l'information soit vers l'une, soit vers l'autre. Et donc là, on attend beaucoup, notamment du 17 cyber, mais pas seulement, de la capacité de l'État à articuler les différentes organisations. On attend beaucoup des plateformes. Parce que ce qui apparaît aussi, c'est que finalement, les internautes nous disent: moi, j'ai signalé à Meta, à Google, etc., à TikTok, et il ne se passe rien. Ou alors, j'ai reçu une fin de non-recevoir de la plateforme. Et donc là, il y a l'enjeu avec l'entrée en vigueur pleine et entière du DSA depuis le 17 février dernier, que les plateformes se dotent effectivement des moyens de modération suffisants. Et n'allons pas... on va aller droit au but. Il y a certaines plateformes, je pense notamment à X, mais pas seulement, qui n'ont pas de moyens et d'outils de modération conformes au DSA et pour apporter une qualité dans la modération. Il faut savoir que souvent, on va dire, il y a des problématiques qui sont liées à la question de la liberté d'expression, mais là, ici, quand on parle des influenceurs et de l'influence commerciale, ce n'est pas une question de liberté d'expression, c'est une question de publication contraventionnelle, de publication commerciale trompeuse et dangereuse. Et ça, normalement, c'est déjà même interdit dans les pratiques des plateformes. Et donc, c'est finalement presque plus facilement sanctionnable qu'un contenu oral, parce que c'est facile à juger. Et donc là, les plateformes devraient être plus efficaces sur ce point. Alors, continuer le travail, c'est à la fois renforcer l'action publique, renforcer l'action des plateformes, c'est aussi répondre à des questions qui ont pu surgir lors de l'examen, enfin lors de nos différentes auditions, notamment sur la question de l'application ou de l'interprétation de la loi. Il y a notamment une question qui existe relative à la définition du caractère onéreux de cela. Alors, pour répondre, et je cherche mes notes, pour nous, le titre onéreux, c'est une référence à l'alinéa 1er de l'article 1107 du Code civil, qui intègre l'ensemble des contreparties existantes, qu'elles soient financières ou non. Et donc, en l'état actuel du texte, sont réputées exercer une activité d'influence commerciale toutes les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience. Dès lors, notre intention, ça a été évidemment d'exclure les pratiques autopromotionnelles des influenceurs si on parle de leurs produits, mais il n'en demeure pas moins qu'on pourrait requalifier au cas par cas des pratiques qui exciperaient de cette situation pour se soustraire à la régulation. Donc on ne peut pas dire que si on fait de la pub pour soi-même en disant que c'est pour soi-même afin d'échapper à la loi influenceur, cela est effectif et possible.
Donc voilà, on voulait clarifier cela pour tous les influenceurs, et ils sont des milliers, je sais, qui sont actuellement connectés sur le live de l'Assemblée nationale. La loi est claire et donc il n'y a pas d'enjeu d'interprétation sur ce point. Deuxième point, sur la question du régime fiscal. On nous a dit, mais alors, à quel niveau faut-il déclarer les cadeaux? Eh bien, figurez-vous que il n'y a pas de niveau qui s'applique plus aux influenceurs qu'aux autres. On a interrogé la Direction générale des finances publiques qui nous indique qu'il n'y a pas de régime dérogatoire et donc par conséquent, tout don dès le premier euro doit être déclaré aux impôts. Ça marche pour les influenceurs comme pour le reste. Enfin, sur la question du seuil de contractualisation, il reste encore, pour le coup, un débat à avoir, et ça, nous le mènerons avec le gouvernement dans le cadre de la publication des décrets d'application, sachant que vos rapporteurs ont une position assez ferme qui est qu'il faut un seuil de contractualisation le plus bas possible pour éviter les effets de seuil. Enfin, je finirai sur l'anticipation. L'anticipation du législateur, c'est aussi sa capacité à appréhender la suite. La suite, c'est notamment, et ça a été évoqué par Louise Morel, TikTok. Alors, j'entends quelqu'un qui est sur TikTok dans la salle. J'avais envie, si vous me permettez, Monsieur le Président, afin d'être le plus pédagogique possible, de diffuser un son de 5 secondes. Mais je ne le retrouve pas. Ah, si, il est là. Voilà. One second, please, s'il vous plaît. Je vais voir vos stars MVP dans le chat, s'il vous plaît, merci. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais ça, c'est un live TikTok où vous avez une influenceuse qui encourage son équipe, let's go l'équipe, let's go, à donner le plus possible. Alors, ça peut être cela, ça peut être recevoir une baleine. J'ai une baleine, la vie de ma mère, j'ai une baleine qui sort de mon écran, c'est incroyable, j'ai une victoire, ça me va. Sauf qu'une baleine, c'est 30 000 pièces, c'est 400 €. C'est des gens derrière qu'on a incités à donner de l'argent. Et là encore, il y a un débat avec TikTok pour savoir si ça constitue une pratique commerciale ou non. Et il faut savoir que la DGCCRF nous a dit que si les influenceurs incitent directement les consommateurs à envoyer des cadeaux virtuels, cette action pourrait être qualifiée de pratique commerciale et donc de fait soumise à la réglementation sur les pratiques commerciales déloyales. Il n'empêche qu'aujourd'hui, TikTok se refuse à entrer dans ce champ-là. Et donc, vous avez aujourd'hui des matchs TikTok avec des jeunes qui sont dessus, qui mettent de l'argent alors que normalement c'est interdit. Moi, je suis allé dans un collège, par exemple, il y a 2 semaines. Vous aviez, ils étaient 150, vous aviez 3 collégiens, 3e, qui avaient déjà mis de l'argent dans des matchs TikTok alors que c'est interdit. Donc il y a un vrai enjeu de régulation et j'espère que notre Parlement s'en saisira. Et puis au-delà de ça, on pourra le dire, ça a été évoqué, mais la question de Telegram, la question de Mine, la question d'OnlyFans, et on en parle dans le rapport, ce sont des sujets qu'il faut continuer à travailler parce que c'est aussi là que se passe une partie de l'activité délictuelle des influenceurs qui, n'ayant plus le champ libre sur les contenus, notamment en raison de la loi influenceur, ils sont stigmatisés dès lors qu'ils font des promotions qui sortent du cadre législatif. Ils se sont reconvertis sur ces autres plateformes, sur TikTok, je viens d'en parler, et nous devons collectivement contribuer le travail, j'espère, chers collègues, dans ce même esprit de consensus transpartisan et avec un enjeu, l'efficacité, la protection des consommateurs et des